Monsieur Crépin, bonjour. Vous êtes né à Nilvange, donc au-dessus de l'ancien Gueulard. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Oui, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Ça me permet de partager ces souvenirs, parce que malheureusement, je n'ai plus jamais rencontré de gens qui ont partagé ma petite enfance, l'école primaire. Et avec cette réunion, ça me permet quand même de remettre tout ça au goût du jour et puis d'échanger avec vous. Merci à vous d'accepter cette interview. Merci. Alors effectivement, je suis né le 8 février 1950 au-dessus de l'ancien Gueulard, qui était à l'époque un café de quartier. Et c'était l'après-guerre, les logements étaient rares et mes parents ont eu ce premier logement. Et ensuite, comme mon père travaillait à la SMK, la Société Métallurgie de Coutanges, il a eu un logement attribué rue de la Moselle. Et on s'est donc installé au 22 rue de la Moselle. Bon, j'étais tout petit, bien entendu, les souvenirs sont un peu plus fous. Mais toute ma jeunesse primaire à l'école primaire est passée donc par la rue de la Moselle. Et je descendais de la rue de la Moselle pour aller à l'école Victor Hugo, qui est actuellement en face de la mairie. Voilà. Et cette mairie, à l'époque, n'existait pas. Et à la place de cette mairie, comme je vous l'ai expliqué, il y avait des jardins où nous, garnement, on allait joyeusement jouer avant d'aller à l'école. On partait un peu plus tôt pour aller faire chaparder les petits pois, les petites pousses, les petites jeunes pousses du jardin. Et ces petits jardins étaient entourés d'un petit sentier, d'un petit chemin, qui rejoignait l'école des filles un peu plus haut, parce qu'il y avait les garçons d'un côté et l'école des filles de l'autre. Et ce petit chemin, donc, nous permettait aussi d'être à l'abri des regards de nos surveillants, entre guillemets, enseignants et autres, et on pouvait faire un petit peu notre petite vie de garnement. Alors, en même temps, moi j'ai des souvenirs vivaces, cette Guessel et ces petits jardins étaient précédés du lavoir. Alors, il y avait un lavoir municipal qui était juste à l'entrée de cette Guessel, où les gens, donc à l'époque, venaient préparer, plus notre famille, mais c'est l'avant, oui, les grands-parents. C'est l'avant, les grands-parents faisaient l'entretien de leur linge et de laver leur linge, donc dans ce lavoir. Et nous, bien sûr, c'était un terrain de jeu idéal puisqu'il y avait des grands bassins d'eau où on pouvait faire les 400 coups. Et c'était un petit peu notre jardin secret. Et si vous voulez, moi j'ai un souvenir énorme de cette époque-là, parce qu'on était quand même libre. On était heureux d'ailleurs de pouvoir faire un petit peu ce qu'on voulait, mais il fallait quand même faire attention parce que à l'époque, les parents, lorsque quelque chose était dit, il fallait absolument le respecter. Il y avait l'instituteur, qui était aussi un homme respectable et respecté. Il y avait le curé, qui venait faire des cours de religion à l'école, avec une grande soutane, avec ses petits boutons, du haut en bas. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'en voit plus beaucoup, mais c'est pas du tout une caricature, c'était les costumes de l'époque. Un garde champêtre aussi, il y avait un garde champêtre, c'était l'ancêtre de la police municipale. Donc on était, nous, petits garnements, quand même conscients qu'il y avait de l'autorité. Et je peux vous dire que l'autorité, on l'a respectée, sinon ça chauffait pour les oreilles. Et donc, moi, si vous voulez, j'ai des souvenirs intenses de cette période-là. On dit toujours c'est la petite enfance qui marque le plus. C'est là où on force son caractère, d'ailleurs. Mais c'était la ville à la campagne. Parce on était entouré de campagne. Encore aujourd'hui, on peut le voir avec le plateau au-dessus. Ma grand-mère habitait rue Maurice Barrès, donc le quartier du Stade, où j'y allais souvent aussi. Et effectivement, dans cet environnement, on était libre on avait la nature à portée de la main. Et on vivait beaucoup avec la nature. Évidemment, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, les Game Boy, les Internet, les téléphones portables, tout ça n'existait pas. Donc on partageait énormément. Les enfants communiquaient entre eux, aussi bien les adultes. Il y avait donc énormément de communication et énormément de vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté, qui m'a marqué. Vous trouvez que ça s'est perdu aujourd'hui, ça, le problème, c'est que moi, j'avais essayé, on peut toujours revoir les lieux de son enfance, j'avais essayé de rencontrer des gens qui avaient partagé donc mes années scolaires, et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver des gens. Bon, après, je pense que chacun fait sa carrière aussi suivant les possibilités et les possibilités d'emploi, parce que à l'époque, l'emploi c'était la période de plein emploi, les 30 glorieuses, retrouvé facilement, et il y avait donc la mono-industrie comme la sidérurgie dans cette région, la SMK où tout le monde travaillait. Et d'ailleurs moi, si vous voulez, j'ai énormément de souvenirs aussi de cette époque par le biais des gens qui allaient travailler à la SMK. Les gens travaillaient par poste et ils traversaient par exemple la rue de la Moselle, était reliée à je sais plus le nom des rues au-dessus.
Et tous les gens qui habitaient dans les quartiers au-dessus de la rue de la Moselle passaient par la rue de la Moselle pour rejoindre la SMK. Et à l'heure des postes, le poste du matin et le poste d'après-midi, on voyait une cohorte d'ouvriers qui traversaient, qui allaient au boulot. Mais à pied. Hein, dans votre père, hein? Oui, dans mon père, bien entendu. Mais à l'époque, c'était pas les voitures comme aujourd'hui. Tout le monde allait travailler à pied. Et j'ai encore le souvenir de gens handicapés qui marchaient avec des béquilles sous les bras. Et donc, c'était, je pense, des séquelles de la guerre. Et ces gens-là avaient des postes de gardiennage, je pense, à l'usine, mais qui passaient également à pied. Donc il n'y avait pas c'était, je pense, tout le monde, c'était dur pour tout le monde. Hein. Mais moi, c'est un souvenir que je garde aussi. Des cités, la rue de la Moselle, comme la rue des Vosges, comme la rue Castelnau, c'est un peu les corons, hein, les logements collectifs. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et il y avait quand même une communication intense. Tout le monde se connaissait et il y avait un partage énorme. Et on savait, on reconnaissait les gens par rapport à l'activité. Alors, ils avaient poste du matin ou poste d'après-midi, ou alors, ce qui se passait beaucoup à l'époque, c'est que l'employeur demandait de faire double poste. Donc, 2 fois 8 heures, 16 heures. Donc, imaginez-vous, 16 heures dans une journée. C'est quand même un peu long. Mais les gens le faisaient parce que les gens avaient besoin d'argent. C'était pas des gros salaires, donc il fallait chercher le plus possible de faire bouillir la marmite et de ramener quelque chose sur la table. En parlant du travail, votre père également a exercé plusieurs métiers. Voilà. Alors mon père était donc électricien, monteur électricien, et il avait donc l'activité à la SMK, et il existait un cinéma qui s'appelait le Thésaunien, cinéma Thésaunien, et qui fonctionnait. Alors je sais pas si ça fonctionnait avec l'usine aussi. Là, j'en ai pas le souvenir, mais je sais que c'était un cinéma public où que tout le monde fréquentait. Et mon père était projectionniste dans ce cinéma. Donc en plus de son emploi d'électricien. Et alors il y a aussi des anecdotes particulières au sujet de ce cinéma, c'est que il y avait également des concerts qui se produisaient dans ce cinéma puisqu'il y avait une scène de spectacle, et il y avait des moyens d'éclairage rudimentaires de l'époque, hein, et mon père était également chargé de l'éclairage, donc il côtoyait les vedettes entre guillemets, les acteurs, les vedettes qui venaient se produire dans ce cinéma, et bien sûr c'était une joie pour lui de chaque fois demander un autographe des vedettes. Et j'ai d'ailleurs récupéré quelques documents de l'époque, des autographes donc de vedettes. Je sais pas si c'était des vedettes, mais enfin le nom me dit pas grand-chose. C'était le cinéma de la Vallée, donc vous le fréquentez de temps en temps, vous? Oui, alors ça, ce cinéma, c'était nous enfants, on y avait droit dans l'année scolaire. Il y avait certaines époques, je saurais plus vous dire quand, où il y avait des films réservés pour les enfants, et on donnait. Alors l'instituteur collectait les quelques centimes pour la séance de cinéma, et toute la classe partait au cinéma. Et donc c'était. Après, on a eu un autre genre de cinéma, c'était le cinéma du curé, en dessous de l'école Victor Hugo. Ouais. Alors ça, c'était, je crois que c'est la salle Mêlée maintenant. Voilà, il me semble. Et on appelait ça le cinéma du curé parce que c'était le curé qui projetait. C'était surtout des films de Laurel et Hardy. Alors nous, les petits, on adorait ça. Hein, c'était quelque chose de formidable pour nous. Et ça, c'est aussi des souvenirs qui font partie intégrante de notre vie de gamin, parce que c'était les activités qu'on nous proposait. On avait quand même une chance inouïe, c'est que dans une ville comme Nilvange, qui était quand même plus peuplée à l'époque, il y avait quand même des activités. On s'occupait bien non seulement des personnes, mais des enfants. Et là, je dis que on était par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, on était quand même gâtés sans avoir tous ces gadgets, entre guillemets, ces gadgets d'aujourd'hui. Alors il y avait aussi des spectacles de la nature. Mes grands-parents habitaient rue Maurice Barrès, et dans la rue Maurice Barrès, c'est en contrebas du Crassier. Le Crassier, donc exploité par la SMK. Et il y avait les poches des lingotières qui venaient déverser les fausses poches de lave incandescente sur ce Crassier. Et le soir, c'était un spectacle magnifique, c'était féerique. On voyait la lave rouge qui coulait le long de ce Crassier. Et nous, gamins, on regardait ça, on était... c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce spectacle, on s'imagine mal. Hein. Il vous laissait assister comme ça, à regarder? C'est-à-dire que nous, on le voyait de loin. Hein. C'est le Crassier était, si vous voulez, on était à peu près à la hauteur du stade aujourd'hui, et le Crassier était au-dessus. Donc on était protégés. Il y avait absolument aucun accident qui pouvait arriver. Mais on voyait ces poches de lave en fusion qui descendaient le long du Crassier, et c'était un peu comme l'éruption d'un volcan. Et ça, je pense que les anciens de Nilvange
je fais partie des anciens aussi maintenant, peuvent me confirmer, donc avoir cette vision de un peu apocalyptique, hein. C'est quelque chose de, mais ça c'était mon enfance. Alors on avait on partait en forêt, on avait des journées entières et on inventait nous-mêmes nos jeux de cordes, d'arbre à arbre. C'était des amis du quartier ou d'autres secteurs de Nilvange? Des amis du quartier, que des petits gamins de Nilvange. Et on était, c'est vrai que c'était une petite ville, mais tout le monde se connaissait, les familles se connaissaient et les enfants se connaissaient. Et il y avait quand même une certaine solidarité. On était unis. Il y avait quand même, c'est sûr, comme toujours, hein, les enfants ont leurs petites disputes, comme les adultes d'ailleurs, mais il y avait quand même une certaine fraternité qui était là, on était un pour tous pour un, quoi. C'était quelque chose de, pour moi, enfin personnellement, j'ai d'excellents souvenirs. Et évidemment, c'est une époque, comme tout le monde, hein, on aimerait bien revivre aujourd'hui, hein. Et quand je revois un Nilvange aujourd'hui, je me dis que ça a quand même bien évolué, hein. Alors je sais pas comment la vie se passe aujourd'hui, mais enfin je crois que tout ce que je vous ai présenté là, ça fait plus partie de. Vous avez parlé également à l'école du lait sur des radiateurs, c'était ça aussi, oui. Oui. Alors ça c'était un souvenir. Voilà, c'était une époque, une loi qui avait été promulguée par je ne sais qui, un ministre qui nous voulait du bien sans doute, et il était donc question de favoriser la consommation de lait par l'enfant. Et pour favoriser cette consommation de lait, il faut pas oublier qu'on était dans le temps d'après-guerre, hein, et qu'il y avait quand même pas mal de carences au niveau de l'alimentation. Et donc il fallait mettre en place la consommation de lait. Et on avait donc dans notre école primaire, le long des radiateurs, des paniers en fer qui étaient destinés à recevoir des bouteilles de lait. Et ces bouteilles de lait étaient disposées donc tous les jours sur les radiateurs pour tiédir, bien entendu. Et à une certaine heure de la matinée, on arrêtait et on recevait notre ration de lait, on buvait notre ration de lait. C'était uniquement la matinée alors? Oui, dans la matinée, oui, c'était pour le matin. Et moi j'ai retrouvé des écrits, d'ailleurs si on va fouiller un petit peu sur le net, on les récupère facilement. J'ai retrouvé des écrits de cette loi là qui avait été promulguée et qui disait qu'il fallait absolument favoriser la consommation de lait pour l'enfant. Et moi j'ai connu cette époque. Donc effectivement, tous ceux de mon âge, il en reste. Et point de vue de l'école, qu'est-ce qu'il y avait également, même les manières d'apprendre, c'était autrement, comment que c'était alors bon, naturellement, il y avait l'esprit de compétition comme toujours, mais c'était pas du tout les classes comme on les conçoit aujourd'hui. On avait des classes de 35-40 élèves, hein, quand même. Et à partir de là, il est vrai que il était difficile de s'occuper particulièrement de chacun. Donc c'était l'effort collectif. Et les instituteurs étaient quand même assez pointus pour inciter les enfants à se cultiver entre guillemets par eux-mêmes. Et bon, effectivement, on n'avait pas tous ces moyens de communication d'aujourd'hui, mais on avait la lecture. Et on avait, alors moi c'est un souvenir aussi qui est bien présent, on avait des bibliothèques dans chaque classe. Dans chaque classe, il y avait une armoire à l'entrée de la classe avec des bibliothèques, avec des ouvrages. Que vous pouvez emprunter chez vous après aussi. Voilà, qu'on pouvait retirer lors du passage en classe, et on le rendait une fois terminé. Et effectivement, moi j'ai pris goût à cette lecture. Alors il y avait énormément de livres d'aventures, de livres moi j'étais toujours passionné par tout ce qui se passait, les histoires à rallonge si vous voulez. Et à force de lire, j'ai vu que j'y prenais goût, et plus je lisais, plus je voulais lire. Et donc ce qui est arrivé à un résultat quand même formidable, parce qu'à l'époque on passait encore le certificat d'études, ce fameux certificat d'études qui était passé plus bas, hein, dans Nilvange, donc c'était à la place des fêtes actuelles, hein, c'est ça, à la zone là. Ouais. Ça c'était le CEG, ça c'était la fréquentation du CEG. Mais le certificat d'études, on l'a passé, je saurais même plus vous dire à quel endroit, mais si vous voulez, c'était ce certificat d'études est arrivé à la fin du fin d'études 2, c'est-à-dire après le cours moyen 2, vous faisiez le fin d'études 1, fin d'études 2, et à l'issue de du fin d'études 2, vous passiez ce certificat d'études, et l'académie faisait un classement par rapport aux écrits de nos chères têtes blondes. Et j'ai eu une chance d'être retenu dans une
dans un concours, enfin, par concours de circonstances, et j'ai eu à l'époque une médaille de bronze de la part du maire de Nilvange qui m'a reçu en mairie pour me féliciter des résultats. C'était les meilleurs résultats dans chaque canton. Ça fait plaisir. Ah ben bien sûr que ça fait plaisir. C'était une motivation. C'était pour la motivation des gamins. Et en fin de compte, c'est vrai que on était quand même très très motivés. Mais il y avait toute la famille qui était derrière, parce qu'il faut savoir que le rejeton qui ramenait quelque chose comme ça à la maison, ben, il avait quand même droit à des récompenses après. Donc c'était pas innocent non plus. Hein. Mais bon, le but c'était quand même effectivement de favoriser l'intérêt de l'enfant pour la lecture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque qu'on a un petit peu moins orienté vers la lecture. C'est un peu dommage d'ailleurs. Hein. Et à Nilvange, donc là vous avez fait votre enfance, mais il y avait également donc vos parents qui ont habité et vos grands-parents donc depuis 1910. Oui. Donc eux ils ont eu un accident à Nilvange. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà. Alors justement c'est une famille installée depuis 1910 à Nilvange et donc vraiment des anciens Nilvange, et eux résidaient également dans un logement de l'usine à l'époque, hein, rue Maurice Barrès. Et mon grand-père, bon, qui était âgé à l'époque de 81 ans, avait l'habitude de fumer la pipe. Il fumait la pipe régulièrement. Et un soir, il était en train de lire son journal à table. Il a voulu allumer sa pipe à la cuisinière, parce qu'à l'époque, il y avait le gaz de ville dans tous les logements, ce qui était déjà pas mal pour l'époque. Et il a voulu allumer sa pipe à la cuisinière, comme il le faisait habituellement, et il a tourné le bouton du four. Et il y avait pas de gaz qui venait, il a pas réussi à l'allumer, il a allumé un deuxième, mais sans refermer le bouton du four. Et le gaz s'est répandu dans la pièce, ma grand-mère se reposait sur le canapé, mon grand-père lisait son journal, et puis tout doucement ils sont partis. Et donc ma tante qui habitait avec eux, en rentrant dans la soirée, les a retrouvés inanimés, elle a prévenu tout de suite les secours, mais c'est trop tard pour ma grand-mère était décédée, et mon grand-père est décédé 8 jours après. Et effectivement, à l'époque, en 65, ça avait un peu bouleversé la petite commune de Nilvange, parce que bon, c'était quelque chose qui faisait partie de notre vie de tous les jours, quoi. Donc au moment de l'accident, vous avez 15 ans. Voilà. Donc comment que ça s'est passé avec votre famille, avec vos parents au moment-là? C'est-à-dire que moi j'avais un attachement très particulier auprès de mes grands-parents, parce que j'y étais à l'époque là. Le jour chômé de l'école, c'était le jeudi. J'y étais tous les jeudis, j'y étais tous les dimanches, et je passais toutes mes vacances, les grandes vacances, comme on dit à l'époque, chez mes grands-parents. Et j'avais un peu plus de liberté chez mes grands-parents. C'est toujours pareil, les grands-parents ont tendance à laisser un peu la bride sur le cou. Donc j'étais très attaché à mes grands-parents. Et lors de cet accident, c'est vrai que mes parents, j'étais déjà un adolescent, mes parents n'ont pas voulu que je participe au deuil, c'est-à-dire aux obsèques, puisque j'étais encore à l'époque, je fréquentais le CEG, et d'une manière à m'épargner. Ils voulaient m'épargner un petit peu. Et en fin de compte, c'est vrai qu'ils ont bien fait, parce que j'ai réussi à évacuer ça et à le mettre de côté, à l'oublier un petit peu, volontairement, pour justement ne pas avoir trop de regrets, quoi. En fait, malheureusement, c'était ma première confrontation avec la disparition. Hein. On est tous partis pour en finir un jour, hein, mais là, c'était assez brutal. Et j'ai réussi à le mettre de côté. Et en grandissant, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était aussi bien, parce que on peut faire la part des choses. Et quand on arrive à faire la part des choses, on accepte plus facilement, parce que le deuil, en fin de compte, il faut l'accepter. Hein. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile à accepter, mais bon. C'était une partie de mon existence qui partait. Hein, c'était ma petite enfance. Hein, c'était révolu. Mais enfin, après, malheureusement, comme on dit toujours, la vie continue, et j'ai pu m'apercevoir que justement ces gens, mes grands-parents, et même mes parents, avec très très peu de moyens, parce qu'il faut pas oublier que comme je vous dis, c'était l'après-guerre et les moyens étaient faibles, il y avait pas beaucoup de moyens, mais ils nous ont toujours donné une qualité de vie que encore aujourd'hui je reconnais qui était excellente. Parce que vous étiez plusieurs enfants, hein. C'était une famille de 8 enfants, j'avais quand même 3 frères et 4 sœurs, donc c'était des grandes familles, mais ces grandes familles avaient une grande ambiance, on va dire. Hein. On avait, c'était toujours un petit peu la fête entre guillemets à la maison. Pourquoi ? Parce que chacun avait quelque chose à dire, chacun avait quelque chose à faire. Et quand un avait fini avec une histoire, un autre commençait une autre histoire. Et c'était quelque chose de bien. Simplement, je peux vous dire que moi j'étais à l'école des garçons, mes sœurs étaient à l'école des filles.
Et à l'époque, quand on grandit un petit peu, quand on devient un préadolescent, on commence à avoir des émois amoureux. On échangeait des petits messages avec mes sœurs. Je donnais à mes sœurs pour échanger aux petites copines, et mes sœurs donnaient pour échanger avec les petits copains. Vous voyez, ça c'était les deux écoles se faisaient face. Il n'y avait pas de téléphone au moment là. Non, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas c'était notre moyen de communication. Et ça marchait très bien, je peux vous le dire. Hein. Mais justement, il y a une chose qui me revient en mémoire, c'est que les cités ouvrières n'étaient pas équipées de salles de bain, entre guillemets, salles de bain grand luxe. Il y avait des salles d'eau où on faisait notre toilette, mais la vraie salle de bain avec la baignoire comme aujourd'hui n'existait pas. C'était des grandes bassines dans la buanderie, on savait dans cette salle de bain. Donc il y avait des douches, des bains-douches municipaux à l'école des filles, en dessous de l'école des filles, qu'on pouvait fréquenter régulièrement pour des sommes tout à fait ridicules. Et on avait pris l'habitude d'aller là-bas. Alors là, c'était toute la famille qui allait, c'était. Oui, c'était à volonté. Hein. C'était après, suivant les disponibilités. Mais il y avait également à l'école, alors l'école maternelle qui est en face de cette école des filles. Et en face, il y avait donc l'école maternelle, et dans cette école maternelle, il y avait également à l'avant des douches où nous, gamins de l'école Victor Hugo, une fois par semaine, le samedi, on allait prendre notre douche avec l'école. Hein. C'est l'école qui nous y emmenait. D'accord, ah oui. Et tous les samedis matins, on allait prendre notre douche. Oui, c'était un rituel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on raconte ça, les gens vous regardent d'une manière un peu bizarre. On dit, mais attendez, il n'y avait pas de salle de bain. Eh bien non, il n'y avait pas la salle de bain telle qu'on l'entend aujourd'hui. Hein. Il y avait une salle d'eau. On pouvait, c'était pas le Moyen-Âge quand même, hein, mais c'était et puis tout le monde était logé à la même enseigne. Je parle des familles ouvrières. Hein. Après, vous voyez les cadres, étaient quand même. Vous voyez la maison du directeur de l'usine, c'était pas tout à fait le même. Une maison que vous avez connue d'ailleurs. Oui, oui justement, parce que mais pour nous, si vous voulez, il y avait quand même beaucoup plus de respect aujourd'hui à l'époque qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait les différentes classes et les classes étaient respectées et chacun restait à sa place. Et les ingénieurs, les maisons des ingénieurs, les maisons du directeur, c'était quand même des résidences à part. Il est vrai que c'était quand même des résidences un peu mieux agencées que nos logements. Mais personne n'aurait fait la remarque, ou personne. Nous, on se sentait bien à partir du moment où faisait vivre la ville en fait. C'était. Pardon. Le directeur, je dis, faisait vivre la ville grâce à l'usine, tout ça. C'est pour ça aussi qu'il y avait une certaine. Mais voilà, parce que c'était, il y avait quand même 80% de la population qui travaillait, qui était dépendant de la sidérurgie. Donc obligatoirement, il y avait un peu une reconnaissance, si vous voulez. Hein. C'était, nous, on connaissait pas le chômage. Personne n'avait. Lorsque moi j'ai commencé à travailler, des emplois nous étaient proposés. Alors qu'aujourd'hui, c'est vous qui devez aller chercher. Voilà. Et ça avait un avantage. C'est sûr que c'était pas les salaires d'aujourd'hui, mais tout le monde avait du travail. Et on a parlé de paternalisme à l'époque, mais moi je peux vous dire qu'il y avait pas de souci du lendemain. C'est ça qui est important. Il y avait pas de souci du lendemain. Tout le monde on avait tous de petits lopins de terre derrière la maison. Chacun cultivait son petit lopin de terre. Mon père élevait des poules. On allait chercher les œufs. C'était quelque chose on était content. Personne n'aurait pensé à dire oui, mais c'est pas normal, on pourra avoir une vie meilleure. Non, on était. Moi, j'ai jamais entendu. C'est sûr que il fallait travailler. Comme mon père, à un moment donné, occupait 3 emplois en même temps, il a dû transpirer. Mais je l'ai jamais entendu se plaindre. Au contraire, il était heureux de ce qu'il faisait. Et il revenait. Moi, je le voyais rentrer à la maison. C'était quelqu'un d'épanoui. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont plus tout à fait épanouis par leur travail, hein, et ne vont pas de bon cœur à leur travail. Alors bon, là, ça c'est encore peut-être une autre. Pour nourrir toute cette famille, cette famille nombreuse, vos parents ils réalisaient où principalement les courses? Que vous nous avez parlé de l'économa aussi. Voilà. Alors oui, il faut replacer les choses dans leur contexte aussi. C'est qu'à l'époque, les supermarchés n'existaient pas. Il n'y avait pas de supermarché. Il y avait des petits. On va appeler des supérettes, mais ça s'appelait pas des supérettes, c'était des petites surfaces, comme le Prix Unique à Hayange, par exemple. Nous, Nilvange, on allait au Prix Unique à Hayange, mais c'était pour des achats une fois par mois. C'était vraiment pour des achats extraordinaires. Mais tout ce qui était alimentation était délivré par les épiceries du coin. Alors il y avait Vitali, il y avait Francesco Angeli, Vite, il y avait Grigolin en bas chez ma grand-mère en bas de la rue Lucien Noirot. Il y avait énormément de petites épiceries et il y avait les économas de l'usine, comme l'économa qui est
en face de la maison du directeur là. Et cet économa était destiné justement à nourrir toutes les gens des cités qui étaient autour. Et là, on y trouvait de tout. On y trouvait de la viande, on y trouvait des légumes, on y trouvait de la farine, on y trouvait. C'était la grosse épicerie, si vous voulez. Et moi, j'ai encore un souvenir aussi particulier de cet économa, c'est que nous gamins, on était surpris parce que c'était très grand. Quand on rentrait à l'intérieur, c'était très grand. Et vous aviez les comptoirs tout autour des comptoirs en pierre, c'est-à-dire c'était des constructions et la présentation était sur ces comptoirs était faite directement sur la pierre. C'était très particulier. Je sais pas, ça doit avoir une raison, mais nous on était toujours fascinés enfant quand on rentrait là-dedans. C'était quelque chose de costaud, quoi. C'était pas le magasin traditionnel. Après on avait la petite épicerie comme chez Vite. Hein. Moi j'habitais rue de la Moselle. Vite c'était la rue en dessous, la rue Joffre, je crois. Et on allait chercher le lait avec le bidon de lait et ils nous remplissaient le bidon de lait avec les mesures, les mesures légales, quoi, si vous voulez, de millilitres dans le bidon de lait. Le beurre, on achetait le beurre en motte. Alors il y avait une énorme motte de beurre et ils coupaient un morceau de la motte de beurre et vous mettez ça dans un papier gras, ils vous le pesaient 100 grammes, 200 grammes et vous partez avec ça. Ça c'était la crèmerie du. C'était vraiment de la proximité, voilà, sans aller trop loin à pied. Vous avez vraiment accès à tout. Donc on pouvait faire nos courses. Et ce qui se passait aussi à l'époque, c'est que les salaires n'étant pas très élevés, les fins de mois étaient parfois difficiles. Donc tous les épiciers avaient des carnets. Des carnets, c'est-à-dire c'était le crédit. Et dans ces carnets était noté Pierre Paul Jacques, hein, bon, il a acheté tant et tant, et les gens réglaient à la fin du mois quand ils recevaient la paye. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal. C'est ce qu'on verrait aujourd'hui, c'est sûr. Non, ça pourrait plus fonctionner comme ça. Mais c'était, il y avait une confiance aussi, voilà, surtout. C'était basé sur la confiance. Pourquoi? On en revient toujours à la mono-industrie. C'était la puissance de la mono-industrie. Donc, elle fournissait tout, les logements, là, et il y avait surtout la garantie de l'emploi, la garantie du salaire. Donc, le commerçant était sûr d'être payé. Si vraiment il y aurait eu des problèmes, ben, ça partait directement à l'usine, hein. Bon, enfin, c'est jamais arrivé, mais je veux dire, il y avait une sécurité pour le commerçant aussi. Et je pense que le commerçant faisait confiance. Mais la confiance était là. La confiance était partout. On avait, à part la seule époque troublée que j'ai connue en Île-Vange, moi, c'était lors de la guerre d'Algérie, où il y a eu quelques petits règlements de compte avec les histoires de FLN. Hein. Mais ça, c'était... D'ailleurs, on avait échangé avec sur le site de la ville de Nilvange avec des gens donc qui exploitaient Nilvange, qui exploitaient des commerces à Nilvange. Ils se rappelaient des événements où il y avait eu des gens qui s'étaient fait tirer dessus, enfin des Nord-Africains qui s'étaient fait tirer dessus à Nilvange. C'était l'époque de l'OAS et du FLN. Hein. Mais bon, c'était vraiment, c'était limité, c'était tout à fait. Ça, je me rappelle très bien. Et d'autres personnes ont commenté effectivement, oui, ils se rappellent de cette époque. Et point de vue de Nilvange, est-ce qu'il y a un lieu précis que vous appréciez ici? Pendant votre enfance, hein. Oui, ben moi pour enfant, nous c'était comme ce que j'ai retenu, c'est surtout l'activité extérieure, la possibilité. Nous on partait, nos parents nous faisaient confiance, on était gamins, on avait 7-8 ans, on partait des journées entières, on partait dans la forêt. Alors bien sûr, il n'y avait pas les facilités d'aujourd'hui, on n'avait pas toutes les boissons, les canettes de boissons. On partait avec une bouteille d'1 litre, on mettait de l'eau, du vinaigre et du sucre. C'était notre boisson pour la journée. Ben oui, du vinaigre, un peu de vinaigre, et de l'eau et du sucre. C'était notre boisson. Ou alors, il y avait, dans les distributeurs de l'usine, mon père me ramenait parfois des petits récipients, je sais pas comment on peut appeler ça, des petites, toutes petites canettes, dans laquelle il y avait de la poudre de coco. Et cette poudre de coco, on la mettait dans l'eau, ça donnait un goût un peu... Mais c'était fourni aux ouvriers donc qui travaillaient sur le... C'est toute une époque où on avait encore aussi la possibilité de faire soi-même son eau gazeuse en prenant des petits sachets de litiné, les litinés du docteur Gustin. C'était un petit sachet comme du sucre qu'on mettait dans l'eau et ça faisait 1 litre d'eau gazeuse. Mais de l'eau du robinet, bien entendu, hein, c'était toujours l'eau du robinet était tout à fait consommable. Là, regardez, aujourd'hui, on a tenu le coup, on est encore là. Donc, est-ce que à Nilvange, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Quelque chose qui serait arrivé, qui vous a marqué ou un bon souvenir? Des bons souvenirs, il y en a énormément. Bon, en anecdote, il y a eu aussi pas mal de petites choses.
après, on avait. Alors moi, j'habitais rue de la Moselle. C'est vrai que ça, c'est un peu particulier. J'habitais rue de la Moselle et rue de la Moselle, il y a une salle qui existe toujours, je pense, une salle de sport. Hein, et c'était tous les gamins de la rue de la Moselle, rue Castelnau, rue des Vosges, faisaient du basket. Et bizarrement, je sais pas, c'est peut-être une idée de famille, mais j'ai jamais été orienté vers le basket. Par contre, j'ai fait beaucoup de gymnastique avec une société qui s'appelait les Sokol à l'époque. C'était une société d'origine polonaise et où on faisait de la gymnastique et on était assez axé vers le sport aussi à l'époque. Hein. Nos enseignants et nos parents nous encourageaient à faire du sport et on faisait beaucoup de sport. Et pour cette histoire de sport, ça a quand même été bien favorisé à Nilvange parce que on a eu un stade, je me souviens de la construction de stade, un stade magnifique très tôt. Et tout gamin, on avait donc la possibilité de pouvoir se défouler, mais dans des installations qui étaient tout à fait intéressantes pour nous gamins. Hein. C'était donc ça, je dois dire, parce que moi, enfant, j'ai un souvenir d'un stade énorme. Faudrait que j'y retourne aujourd'hui, je le verrai peut-être plus petit, hein, mais j'avais le souvenir d'un stade énorme. Et ça, c'était assez particulier lorsqu'on a organisé des réunions, des championnats. C'était la grande fête. Hein. C'est toujours le dimanche, bien entendu, c'est la grande fête. Et il y avait énormément de gens qui se déplaçaient pour venir voir les sociétés de gymnastique, par exemple, se présenter. Et énormément de gens se déplaçaient. C'était la fête. Alors qu'aujourd'hui, bon, oui, vous me direz, il y a l'Euro 2016, il y a beaucoup de gens qui se déplacent aussi, mais c'est plus pour la même raison. C'est pas la même chose. La même distance également. Oui, effectivement. Mais ça, c'est un point que personnellement j'avais trouvé positif. Alors, d'autres questions que je me posais, c'est dans la rue Maurice Barrès, cette énorme barre d'immeubles là qui représentait l'école ménagère. Je me demandais toujours à quoi ça sert, et en fin de compte, ben c'était effectivement une école ménagère. Et aujourd'hui, on voit plus d'école ménagère. Hein. C'était pour préparer des futures mères de famille, les jeunes filles à devenir de futures mères de famille. C'était quand même, encore une fois, le paternalisme. Hein, ça faisait partie de l'éducation. Mais c'est vrai que plus j'y pense et plus je dis que moi personnellement ça m'a jamais dérangé. Hein. On était une belle époque pour vous. Voilà, tout à fait. Et c'est une époque personnellement j'y pense souvent parce que je dis on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. On n'était pas malheureux non plus, hein, puisque bon il y avait quand même des facilités qui nous étaient données, mais moi j'appréciais beaucoup cette manière de communiquer. Les gens, on voyait les gens dans la rue, les gamins étaient toujours à l'extérieur, et donc la communication était là, et effectivement tout fonctionnait. C'était là aussi la période du plein emploi. Ceci explique peut-être cela. Hein. Aujourd'hui, on a. Et vous êtes parti en quelle année de Nilvange? Alors, nous on est parti peu après le décès de mes grands-parents, puisque mon père avait des volontés de s'installer. Il avait acheté une ancienne ferme qu'il avait transformée, mais les travaux tardant, il voyait que la famille était un peu à l'étroit. Il avait pris une maison un peu plus grande sur Florange, et je suis donc parti en 1965 avec toute la famille. J'ai suivi la famille, et étant collégien au CEG, au collège d'enseignement général de Nilvange, à l'issue du collège, après on devait partir au lycée, soit le lycée technique à Thionville, soit le lycée Charlemagne. Et en fait, quand j'ai fait mes premières armes au lycée technique et après au lycée Charlemagne, et après je me suis engagé dans la marine, donc j'ai quitté quitter la région. Et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir en parler, parce que ça me replonge dans cet univers, et ça me fait un grand plaisir, et pour ça je vous en remercie. Moi je vous en remercie aussi d'avoir accepté l'interview. Oui, c'est très bien.